Bonjour mesdames, messieurs, merci de suivre l'émission Point de vue. Il est certainement prématuré de faire un bilan, mais on peut apprécier ce qui est en train d'être fait un mois seulement après l'entrée en fonction du président Bassirou Diomaye Faye. Bonne gouvernance, reddition des comptes, réforme annoncée du système politique, mieux-être des populations. Alioune Tine est notre invité. Il est le fondateur de Afrikajom Center, expert des Nations Unies. Bonjour Alioune, merci d'être venu. Bonjour Omar, merci de l'invitation. Namon Allen ou RTS. Bienvenue. Alors, l'élection présidentielle est donc derrière nous, avec beaucoup d'autres Sénégalais. Vous faites partie donc des concitoyens qui se sont investis pour des fondamentaux essentiels dans notre pays, la paix, la stabilité, la concorde. Aujourd'hui, qu'est-ce qui, dans les actes ou la démarche du président Bassirou Diomaye Faye, vous confirme dans cette conviction-là? Écoutez, d'abord, il faut dire que l'élection du président Bassirou Diomaye Faye à la tête du Sénégal a été saluée par toute l'Afrique. Ça a suscité un enthousiasme extraordinaire aujourd'hui encore, parce que on est dans un environnement où il y a des coups d'État militaires, il y a un environnement où il y a les autoritarismes, la répression, la tyrannie, et le Sénégal a brillé d'abord par, il faut dire, la capacité extraordinaire de résilience du peuple sénégalais. Ce qui s'est passé les derniers moments, la mobilisation qu'on a vue est extraordinaire. Et cela aussi pour porter sans ambiguïté. Vous voulez, le président Diomaye Faye et Ousmane Sonko à la tête du pays, avec une légitimité très forte qui ressemble à un référendum. 54%. Donc, oui. c'est très clair que le système qui était là, c'est un système qui a été rejeté de façon très claire. Maintenant, on veut autre chose. C'est ça. Et il me semble que c'est ça d'ailleurs la révolution. La révolution, ça va consister à dire comment on va changer et comment on va satisfaire les aspirations profondes au changement réclamé de la façon la plus claire, de la façon la plus nette et sans aucune ambiguïté par le peuple sénégalais. Parce que l'espoir est immense. L'espoir est immense. Et il ne faut absolument pas décevoir cet espoir. Et j'ai l'impression que le président Bassirou Diomaye Faye en a une conscience extrêmement aiguë, au regard, bien sûr, du discours inaugural qu'il a prononcé, qui est un discours vraiment qui a suscité l'unanimité au Sénégal. Tout le monde s'est dit, mais ah! Et aussi, en Afrique, il faut voir le débat sur le Sénégal. Le débat sur le Sénégal, c'est un débat international. Si vous regardez les télévisions internationales, si vous regardez les télévisions africaines. Donc, le Sénégal est devenu un modèle et on n'a pas droit à l'échec. Le président Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, ils n'ont pas droit à l'échec parce qu'aujourd'hui, c'est un enjeu pour ce qu'on appelle les pro-démocraties. Donc, ça, c'est extraordinaire ce qui nous est arrivé. Et les propositions qui ont été faites, les premiers pas, vraiment sont satisfaisants pour le moment. Oui. Que ce soit au niveau du discours, que ce soit également au niveau des attitudes pour le moment. D'accord. C'est les attitudes de départ. Mais le système n'est pas facile à déboulonner. Du fait, tout simplement aussi, de la routine. Oui. Vous savez, la routine de l'administration, si vous ne faites pas attention, vous allez avoir les mêmes réflexes qui reviennent. Parce qu'au départ aussi, il faut dire que Wade avait la volonté de changer le système avec le SOPI qui avait prévalu. Macky Sall, comment ça se fait qu'il n'ait pas pu le faire? Et ça, c'est une très bonne question. Si chaque fois, effectivement, qu'on se dit, tiens, on va changer le système, mais c'est le système qui vous change. Donc ça,
c'est un grand problème. Et donc, je pense que le départ, c'est important. D'accord. Si vous voulez, les aspirations, la bonne volonté, ça ne suffit pas. Parfait. Qu'est-ce qui fait la perversion et le dysfonctionnement du système? Quelles sont les sources profondes? Comme on dit, en faire une étude étiologique, ça veut dire regarder les sources profondes des perversions et des dysfonctionnements du système, c'est important. Comment le faire? Ça aussi, c'est très important de voir comment il faut le faire. Donc, il faut faire un audit organisationnel global du système administratif sénégalais. C'est d'ailleurs peut-être dans ce cadre qu'un chantier assez vaste est engagé dans le cadre de la bonne gouvernance, la reddition des comptes. On a vu des rapports qui révèlent leurs secrets, OFNAC, Cour des comptes. Comment on peut les apprécier? Écoutez, vraiment ça aussi, ça fait partie des demandes sociales. Je pense que les Sénégalais sont satisfaits à l'unanimité d'avoir accès à cette information. Ils avaient droit à cette information, avoir accès à cette information. Et effectivement, maintenant, le reste, un voleur, qu'il soit de la banlieue ou qu'il soit à col blanc, ça reste un voleur. Et il me semble aujourd'hui, il faut effectivement que la justice fasse son travail. Fasse son travail dans le respect des droits humains, dans le respect de la dignité humaine. C'est ça qu'on demande. Et il me semble que c'est ça qui va créer une dissuasion forte par rapport vraiment au détournement de fonds, par rapport à la prédation des ressources, quelle que soit la nature des ressources du reste. Donc, nous attendons cela, je pense que les populations attendent cela et vont soutenir, si vous voulez, cette tendance. Oui, c'est une demande sociale, c'est une demande sociale parce que... Mais pas de chasse aux sorcières, pas de justice sélective non plus. Non, justement, nous devons avoir une justice indépendante, impartiale et responsable. Donc, la vengeance et la chasse aux sorcières, c'est totalement nocif. C'est quand il n'y a pas de justice, effectivement, que les gens se vengent. Mais quand la justice fait son travail, il n'y a pas de problème. Pas de règlement de compte aussi. Ça, c'est important. C'est pour ça aussi, je pense que tout le monde a salué la proposition d'avoir une loi sur les lanceurs d'alerte. Parce que les lanceurs d'alerte, il faut les protéger, c'est extrêmement important dans le monde. Ils font un travail fantastique sur les détournements de fonds dans le monde. Parce que moi, je suis quand même membre d'un conseil d'administration d'une ONG de lanceurs d'alerte qui font un travail fantastique. Mais quand ils sortent également les documents, les lanceurs d'alerte, ils les donnent à qui? À un consortium de journalistes d'investigation qui les publient pour échapper vraiment à la diffamation, à des poursuites pénales. Donc, le lanceur d'alerte, c'est important. Mais il faut, dans la clarification aussi, savoir qui est lanceur d'alerte. Exactement, c'est pour ça. Parce que sinon, ça va aller dans tous les sens. Absolument. Ouais. Il faut faire la part des choses entre le lanceur d'alerte et le délateur. C'est ça. Et pour ça, ma proposition, et puis hier, on a eu vraiment un excellent atelier qui a été initié par Y'en a marre, Amnesty International et les organisations de droits de l'homme. Et c'est pour discuter sur le statut du défenseur, comment protéger, et une loi sur les défenseurs des droits de l'homme. Et c'est là qu'il faut intégrer, de mon point de vue, aussi le statut du lanceur d'alerte. Que le lanceur d'alerte soit considéré comme un défenseur des droits de l'homme. Au même titre que les membres de Y'en a marre, de Africa Jom Center. Au même titre que les organisations de droits de l'homme, au même titre que... Voilà, que les lanceurs d'alerte. Finalement, tout ce beau monde-là est lanceur d'alerte. Tout ce beau monde-là est défenseur des droits de l'homme. Ça, c'est extrêmement important. Parce que aussi, je pense que dire, voilà, c'est les droits économiques, sociaux... Non, les droits humains sont interdépendants. Ils sont connectés. Et c'est comme ça qu'il faut faire. C'est très important, vraiment, cette décision du président de la République que pratiquement toutes
les organisations de la société civile ont salué. Maintenant, dans la mise en œuvre, effectivement, il faut essayer de voir quelle est la décision la plus rationnelle et la plus harmonieuse et l'adopter. Et surtout d'organiser parce que, comme on le disait tout à l'heure, la délation, l'excès, la diffamation sont des choses à éviter. Tout à fait. Voilà. Maintenant, une autre mesure qui a été prise également par le président de la République, ça concerne le foncier. Après ce débat sur le littoral, lui-même, il est allé à Mbour 4 pour voir effectivement qu'il y a sur place une sorte de boulimie foncière. Et les auteurs ont été identifiés. Et voilà, là aussi, il faut auditer et c'est d'ailleurs c'est l'objectif qu'il a affiché, clarifier les choses qui, semble-t-il, sont très graves. Écoutez, la question foncière, c'est une des questions les plus sensibles. Et c'est la question pratiquement récurrente. Les conflits fonciers, je pense que ce sont les conflits les plus récurrents qui viennent sur la table et on a comme l'impression que tous les pouvoirs qui sont passés n'ont pas pu régler ces questions avec efficacité. Et vraiment, c'est fantastique que le président Bassirou Diomaye Faye prenne en main cette question qui est une grave question parce qu'on a eu quand même deux fortes personnalités au Sénégal qui ont travaillé sur ces questions. Donc l'ancien ministre et recteur de l'université Moustapha Souran, Dieu et son âme, et également aussi un juriste dont la compétence n'est pas discutée aujourd'hui, Maître Ndoye. Donc, avec lequel vous n'êtes pas d'accord sur la question. Avec lequel je ne suis pas d'accord sur la question du littoral, je viendrai, mais c'est quelqu'un pour lequel j'ai un immense respect et avec lequel j'ai travaillé quand même quand on était au M23. Donc, Maître Doudou Ndoye, c'est un grand juriste. Très bien. Je suis tout petit d'ailleurs pour apporter la contradiction, mais la question du littoral, c'est une question fondamentale. Parfait. Je dis, ils ont produit des documents, mais on n'arrive pas à mettre en œuvre. Donc, c'est une question à prendre à bras-le-corps et c'est une question qu'il faut prendre aussi collectivement. Vous prenez le littoral. Je suis d'accord avec le littoral. Mais le littoral, c'est des espaces collectifs, c'est des espaces à usage commun, c'est des espaces sur lesquels, effectivement, on ne peut mettre la main sur on ne peut ni les acheter, on ne peut ni les vendre, on ne peut ni en faire une propriété exclusive ou privée. Et ça, c'est un peu partout dans le monde. Vous allez au Brésil, vous allez voir, c'est hyper protégé. Vous allez en Europe, c'est hyper protégé. Et quand vous voyez la manière dont les gens les utilisent collectivement, vous voyez un peuple qui est heureux, qui a beaucoup de bonheur. Vous allez en Gambie ici, c'est protégé. Vous allez en Sierra Leone. Moi, j'ai l'habitude de marcher du côté du littoral. Même à Libreville. Alors, nous, on n'a même pas pu faire ce que les colons ont fait. Ça veut dire protéger le littoral. Donc, il est temps aujourd'hui de prendre cette chose en main. Vraiment, je suis totalement d'accord avec ce que disait Ousmane Sonko il y a quelques années. Il faisait son sport, on l'a interviewé. Il a dit que s'ils arrivent, ils vont tout enlever. Je pense qu'il faut négocier avec ceux qui sont là-bas et les enlever. Enlever peut-être ce qui peut l'être, mais pas tout. Tout détruire, les gens... Ça va être un exercice difficile, ça. D'autres pays, c'est un exercice difficile, mais c'est le difficile de chemin. Et il y a des pays qui l'ont fait, au Maroc. Ils l'ont fait en France. Parce que c'est ça qu'il faut faire. Et puis il faut le faire pour des questions tout simplement de protection de l'environnement. Ouais, et peut-être après supporter les coûts, parce que c'est là que je... Moi, je pense qu'il faut les négocier. Il faut négocier. C'est pas facile. Ouais. Il faut le faire, mais la décision d'arrêter déjà est une décision salutaire. En attendant, le débat va se poser pour voir comment il faut restituer le littoral au peuple. Nous, on y a travaillé avec les Mignane Diouf, avec les Marie-Angélique Savané, avec le professeur Boubacar, Oumar Ngala Diagne. Donc,
je pense qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui se sont investis pour que le littoral revienne au peuple sénégalais. Donc, je pense que c'est une bonne proposition. Ce qui s'est passé à Mbour, c'est ça qui est plus scandaleux encore. Parce que tout de même, vous avez encore les mêmes personnes, franchement, qui accaparent encore les ressources foncières. Et ce sont des gens qui profitent de leur statut, des privilèges et des institutions dans lesquelles ils sont, non pas pour protéger le bien public, mais pour s'accaparer du bien public. Et il me semble que, franchement, ça aussi, il faut le punir. D'accord. Moi, ce que j'ai vu par rapport à Mbour, c'est extrêmement grave. Il est temps de mettre de l'ordre, de mettre de la rationalité sur la question foncière au Sénégal. Parce que la terre est sacrée. Et aujourd'hui, si nous avons une politique consistant vraiment à régler la question de la souveraineté alimentaire, mais il faut régler aussi le problème du foncier et du foncier rural. Et il faut voir comment il faut accompagner, comment il faut former, et comment il faut intéresser le monde rural de manière à ce qu'il nous nourrisse. L'agriculture, pour nourrir les populations, si c'est un bien public, mais il faut investir dans l'agriculture, il faut financer l'agriculture. Et pour cela, il faut régler le foncier. Maintenant, moi, sur cette question, évidemment, il faudra situer les responsabilités. Mais est-ce qu'on peut faire cela sans... parce que ce qu'il faut comprendre aussi et le dire, c'est que ceux qui s'adonnent à ces actes-là ne peuvent pas être comme ça inquiétés sans, je veux dire, cet exercice-là qui consiste à situer les responsabilités. Ils ont pu le faire avec la complicité. C'est une administration qui a fait ça. Écoutez, il y a la corruption dans l'administration. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Et la corruption, c'est un cancer pour l'État, c'est un cancer pour les institutions publiques, c'est un cancer pour la société. Et c'est pour ça que j'ai dit, il nous faut un audit organisationnel. Et quand on sait effectivement que ceux qui sont les plus impliqués et les plus responsables, c'est au ministère des Finances, mais il faut auditer le ministère des Finances. Mais c'est globalement qu'il faut auditer le système. Et le système, c'est un système de corruption, c'est un système mafieux. Et ils sont capables de se défendre. Aujourd'hui, c'est contre ce système que les gens ont voté. Donc, il faut trouver les outils pour bien situer et pour bien identifier les perversions de ce système, pour bien identifier les pathologies de ce système. Et maintenant, vraiment, voir quels sont les remèdes les plus appropriés et les partager. Et de mon point de vue, l'audit organisationnel, nous avons des compétences pour le faire. Comme on dit, l'organisation et la méthode. Il y a des gens du BOM qui sont là, il y a des jeunes encore extrêmement compétents qui sont là, qui peuvent y travailler et puis donner les résultats au président de la République, au Premier ministre, et puis faire des propositions et des recommandations. À partir de ce moment, c'est tout le monde qui prend en bras-le-corps la question du système, et c'est tout le monde qui prend en bras-le-corps et, si vous voulez, le diagnostic des pathologies et les remèdes les plus appropriés pour remettre le système en place. C'est parce que c'est le système c'est le mot système qui a fait voter les gens. C'est le mot système qui a fait tic. Je dirais même que c'est un mot magique. C'est un mot magique. Mais le système, il est extrêmement puissant. Ce n'est pas ici et maintenant qu'on peut effectivement changer le système, mais c'est progressivement. On ne le change pas et du jour au lendemain. Dans la réflexion collective, dans le débat, vraiment dans une démocratie délibérative, apaisée, sereine, on essaye vraiment de voir quels sont les problèmes profonds. Parce que si on ne règle pas le système, si on ne règle pas la corruption, si on ne règle pas le système mafieux, on ne se développera jamais. D'accord. Maintenant, en écho à cette reddition des comptes, ce qu'on entend parfois venant des réfractaires, c'est « attaquez-vous aux urgences » au lieu
voilà, de perdre votre temps sur ces questions-là. C'est une autre demande sociale aussi, parce que l'alternance, c'est aussi l'espoir d'un peuple qui a un mal-vivre. Voilà, la question de l'emploi, la question de la vie chère, c'est également des choses, des défis à relever. Écoutez, moi, ce que j'ai vu comme enthousiasme et ce que j'ai vu comme personnes qui veulent aider, c'est-à-dire que nous avons les compétences pour le faire. C'est pour ça que la délégation, le pouvoir, c'est extrêmement important. Et ne pas se limiter et ne pas s'enfermer dans le cocon et, si vous voulez, comme on dit, être coupé du peuple et des autres. Et ça, c'est important parce que le président Diomaye a sorti, il me semble, 2 mots que j'ai pris comme des mots extrêmement positifs. C'est celui d'humilité et c'est celui d'ouverture. Si on veut attaquer vraiment les maux qui gangrènent notre système et qui bloquent notre développement, il faut qu'on soit ouvert. MAUX. Exactement. Il faut qu'on soit ouvert. Ça, c'est extrêmement important d'être ouvert. Et les compétences, elles sont là. Et les compétences, elles sont disponibles. Moi, les gens qui me saisissent, ça me fait rigoler d'ailleurs. Parce que les gens pensent que je suis de Pastef, alors que je ne suis pas de Pastef. Les gens pensent que je vois tout le temps Diomaye ou Sonko, alors que je ne les ai pas vus depuis. S'ils le font, c'est parce que vous avez été un soutien. Parce que nous avons été un soutien. Mais c'est pour leur transmettre l'information que les gens sont disponibles, que les compétences sont disponibles, que les compétences peuvent travailler et n'attendent qu'à être utilisées. Les compétences, elles sont là, elles n'attendent qu'à être utilisées. Il faut les utiliser. Il me semble que... Les utiliser en dehors des... Il faut les utiliser en dehors des canaux officiels, administratifs, etc. En réalité, il faut réinventer notre propre système démocratique. Ça veut dire qu'il ne faut pas ignorer les capacités normatives à la participation des politiques publiques de ce qu'on appelle les citoyens sénégalais. Et ne pas réduire l'affaire, c'est ça aussi le problème de ce qu'on appelle les démocraties qui sont fondées sur l'élection et sur la majorité. On est la majorité, on est là, non. Mais on dit aussi... Je pense qu'il faut s'ouvrir aussi à la société, s'ouvrir aux citoyens et travailler à réinventer une démocratie délibérative, collaborative, et c'est extrêmement important. C'est très important parce que, comme vous le dites, s'il y a trop de choses, voilà, si vous n'associez pas les autres, vous allez avoir des difficultés. Et on a l'habitude aussi de dire que... Les diagnostics, il y a des gens qui peuvent vous faire les diagnostics, qui peuvent vous travailler et puis vous apporter. Mais qui n'ont pas été peut-être au combat. Bon. Moi, je pense qu'il nous faut un État vraiment qui soit un État neutre et un État qui ait la capacité d'ouverture pour pouvoir utiliser toutes les compétences disponibles, sans vraiment regarder trop la question partisane. Et ça, Diomaye aussi, il l'a dit. Voilà, il y avait des résolutions qui ont été prises concernant les appels d'offres. Nous comprenons aujourd'hui toutes les pressions qui s'exercent par rapport à ceux qui ont mouillé le maillot et qui disent, mais écoutez, tout cela, effectivement, ce n'est pas des choses... on ne peut pas s'en défaire du jour au lendemain. Ce sont des réflexes qui sont là. C'est le mode de fonctionnement de la démocratie représentative. C'est peut-être petit à petit qu'il faut se détacher de ces questions. Mais il est extrêmement important aujourd'hui d'utiliser les compétences qui sont disponibles à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Parce qu'aujourd'hui, il y a, si vous voulez, cette aspiration à dire nous allons contribuer au succès de ce qui est en train de se passer au Sénégal. Et ça, vraiment, je l'entends, je le vois, et les compétences sont là. Et ça peut permettre, dans une, comme on dit, une bonne distribution des tâches, à la fois de s'attaquer aux priorités et de s'attaquer au diagnostic, à la maladie, et de trouver également les moyens vraiment de trouver les remèdes les plus efficaces. D'accord. Donc, je voulais dire que... Le personnel, il est là, il est disponible.
Et il faut aller le rechercher. Si vous faites un petit truc, vous allez trouver des personnes fantastiques avec vraiment des compétences fantastiques qu'on a dans le pays. C'est comme ça qu'on le développe. Ce pays-là, on va le développer ensemble, avec les hommes, avec les femmes, avec les jeunes, avec les vieux, vraiment dans une collaboration entre générations et non pas dans un conflit entre générations. Ouais. Le débat s'est posé à propos des nominations d'ailleurs. Donc ce que vous voulez dire, c'est qu'il faut certes récompenser, mais tenir compte des compétences. Il faut trouver un bon équilibre. Non partisane. Il faut trouver un bon équilibre. Vraiment pour, effectivement, ceux qui ont mouillé le maillot et qui ont des compétences, c'est tout à fait normal de les prendre. Je pense que personne ne va contester cela. Mais si vous avez des compétences qui sont disponibles, qui sont là, je pense que ce serait malheureux de se passer de ces compétences-là aussi. Maintenant, pour revenir à la question, l'emploi, la vie chère, c'est des urgences à régler. Je pense que la plus grande des urgences aujourd'hui, l'urgence des urgences, c'est l'emploi des jeunes. L'urgence des urgences, c'est de faire en sorte que les jeunes croient à ce pays. Ça veut dire que de faire en sorte de freiner, si vous voulez, l'hémorragie des jeunes qui prennent les océans, qui prennent les routes pour fuir. Pour fuir. En réalité, ils fuient la pauvreté. Les gens fuient la pauvreté. Et effectivement, si on a une société où, si vous voulez, il y a une classe qui s'accapare de tout, de toutes les ressources, il est évident que ça fait des malheureux. Et la question des fractures sociales, ce sont des questions tellement importantes. La question des inégalités, c'est des questions tellement importantes. Or, nous sommes dans la sous-région où les inégalités sont les plus profondes dans le monde. Nous sommes dans une sous-région extrêmement riche, riche en or. D'ailleurs, l'or de l'Afrique de l'Ouest permet effectivement, par exemple, à certains pays sous sanctions de pouvoir résister. C'est incroyable. Souvent, les gens ils disent, mais écoutez, on a acheté notre or quelque part. C'est l'or de l'Afrique de l'Ouest. Rien qu'une bonne exploitation bien rationnelle de nos ressources, une bonne connaissance de nos ressources. Des fois, nous ne contrôlons même pas, si vous voulez, la quantité des ressources que nous avons. Nous ne pouvons même pas les évaluer. Ni notre or, ni notre pétrole, ni d'autres ressources que nous bazardons. Et il me semble aujourd'hui, le fait que Diomaye ait dit, écoutez, on va mettre, si vous voulez, un bémol sur les accords, comme les accords de pêche. Moi, j'ai rencontré, parce que je suis un acheteur de poissons, j'ai rencontré des pêcheurs. Ils m'ont dit, mais il y a une abondance. Je dis, pourquoi? Mais on a suspendu les accords. J'ai dit, ah bon? Il me dit, oui. Et ils vous expliquent, ce sont les pêcheurs qui vous expliquent le mieux comment on vole la ressource halieutique au Sénégal. Le pillage des ressources. Le pillage des ressources et surtout des ressources halieutiques. Donc, il me semble que ça, déjà, c'est une très bonne chose pour la pêche, de revoir les accords avec l'UE, de revoir les accords également sur les ressources minérales avec, bien sûr, toutes les puissances qui sont là ou les multinationales qui sont là. Je pense que ça, c'est une très bonne ressource. Okay, ça pourrait permettre de... Ça peut permettre de générer et de régler le problème d'emploi des jeunes. C'est ça le plus important, de toutes les choses. Et de baisser le coût de la vie. De baisser le coût de la vie. Que les gens puissent manger à leur faim. Que les gens puissent envoyer leurs enfants à l'école. Que les gens puissent se soigner. Je pense que ces trois choses-là, c'est extrêmement important. Mais pour cela aussi, il faut se défaire, par exemple, des contraintes que nous imposent les institutions aussi de Bretton Woods. On les accuse souvent aussi d'être derrière certaines mesures. Il est évident que... Avec une politique courageuse. Le système n'est pas seulement le système national. Le système également, c'est le système international. Parce que vous pouvez, pendant la campagne électorale, proposer ce que vous voulez, mais dès que vous prenez le pouvoir, vos partenaires, c'est la Banque mondiale, c'est le FMI, c'est la dette. Et de ce point de vue aussi, sur le plan économique et social, comme on dit, l'héritage est extrêmement lourd. Quand vous regardez, comme on dit, le volume de la dette, c'est énorme, en peu de temps. Donc, moi, je pense que le Sénégal est dans une position telle que, avec les politiques
et les mesures qui sont en train d'être prises concernant la bonne gouvernance, le Sénégal peut avoir tout ce qu'il veut. D'accord. Il peut avoir tout ce qu'il veut sur le plan mondial. Je pense, hein, et sur le plan international. Et maintenant, il y a aussi les BRICS qui sont en train de monter et de créer également leurs banques. Et les BRICS, aujourd'hui, ces pays, du point de vue de PIB, ils dépassent déjà le G20. Aujourd'hui, et comme je t'ai dit, hein, nous avons de plus en plus l'impuissance des puissances, mais nous reviendrons là-dessus peut-être sur les questions diplomatiques pour en parler et sur les questions géopolitiques. Moi, je pense que nous avons un avenir qui nous attend si nous prenons conscience des enjeux à la fois nationaux, des enjeux de gouvernance, des enjeux démocratiques, des enjeux des droits humains, mais également si nous prenons conscience aussi des enjeux internationaux aujourd'hui et des enjeux géopolitiques, les nouveaux enjeux, et du rôle que le Sénégal peut jouer par rapport à ces enjeux géopolitiques. Je pense qu'on peut revenir là-dessus. On va y revenir. Maintenant, en termes de réforme et d'annonce aussi, on a vu dans son discours le président Bassirou Diomaye Faye annoncer une réforme au plan politique. Mais peut-être faut-il essayer de tirer les leçons de cette élection présidentielle du point de vue des acteurs eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils doivent comprendre à partir des résultats qui sont tombés? Bon, écoutez, quand on regarde ce qui s'est passé par rapport aux élections, ça veut dire que, vous savez, nous, on a fait des négociations qui consistaient à libérer les détenus. Et peut-être reporter le Et pendant scrutin. cette période, Oui. d'ailleurs qui a été très incomprise, il n'y a jamais eu autant de mobilisation. Et en réalité, dans les négociations que nous faisions, c'est de dire il faut autoriser les manifestations. Et là, il faut écouter l'écho des manifestations et au moment où également les détenus sortaient et faisaient également leurs complaintes dans toute la presse. Si vous ne savez pas écouter le récit des détenus, les récits de prison, et comprendre effectivement que nous avons eu l'effondrement des droits humains pendant cette période, avec une responsabilité qui a incombé à beaucoup d'acteurs aujourd'hui. Vous avez l'administration territoriale qui interdisait les manifestations tout le temps. Les 2000, c'est parce que aussi la justice a failli. On a eu 2000 détenus. Les forces de l'ordre, avec les gens qui sont morts. C'est pour ça que j'ai parlé que pendant cette période, on a eu un effondrement parce qu'on n'a pas eu de politique du système des droits humains au Sénégal depuis 2000. Toute la période libérale sur la question des droits humains, ça a été complètement la faillite. Alors que le Sénégal, quand même, dans les années 79-80, c'est à partir de Senghor. Senghor, en partant, il a dit le respect des droits humains et le respect de... On veut tout ce qu'on veut, mais Senghor avait une capacité d'anticiper sur ces questions. Oui. Donc, aujourd'hui, quand je regarde les choses, entre 2011 et 2012, sur la question du troisième mandat, il y a eu des morts, il y a eu des manifestations. 2021, 2024, il y a eu des morts, il y a eu des manifestations. Ça veut dire quoi? On recommence, on a recommencé. Comment il faut faire pour ne plus recommencer? Et ça, c'est extrêmement important. Et pour gérer, pour ne plus recommencer d'abord, il faut effectivement matérialiser ce qui s'est passé. Matérialiser d'abord pour dire, tiens, écoutez, on va rendre hommage aux victimes de la démocratie. Il faut un mémorial. Le mémorial, c'est d'abord la meilleure réponse pour effectivement comment on dit, la compensation des victimes matérielles, symboliques. Mais tous les noms, depuis 2011. Le mémorial, c'est important. Et ensuite, vous savez, quand on dit la loi d'amnistie, c'est pour oublier. C'est pour même ne pas rappeler les faits. Mais écoutez, comment il faut effectivement trouver un contrepoids à la loi d'amnistie? Mais c'est la justice transitionnelle. La justice transitionnelle, c'est la commission paix, la commission vérité, la commission justice, réconciliation, pardon. C'est important. Mais est-ce qu'on est à ce niveau quand même? Parce que, quoi qu'on dise, on a pu
gérer cette situation véritablement? Écoutez, ce qui se passe en disant nous allons mettre une commission pour la réparation des victimes. Ceux qui l'ont expérimenté sont allés beaucoup plus loin que le Sénégal. On n'en est pas à ce niveau. D'accord, mais on a répété. Oui. On a répété et de plus en plus l'échelle s'agrandit. On avait 14, maintenant c'est 60 morts. De toute façon, le gouvernement travaille sur une indemnisation des familles. Ce qui s'est passé justement sur l'indemnisation des familles, c'est ce qui s'était fait en 2011-2012. Hein. Ça n'a pas changé. C'est exactement ce que Macky Sall avait fait, parce que moi j'étais avec les victimes. Rokia Gassama qui m'entend peut comprendre. Les gens n'étaient pas encore satisfaits. Il faut prendre, comme on dit, à bras le corps ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé entre 2021 et 2024, c'est en réalité le miracle. C'est vraiment la main de Dieu qui nous a sortis de là. Et comme on en est sorti, il faut qu'on en tire les conséquences pour dire, pour ne pas recommencer, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais pour ne pas recommencer, justement, c'est peut-être le sens de la question, qu'est-ce qu'il faut faire dans le jeu politique, en termes de discours, de comportement et tout. Voilà, c'est ça qui est peut-être intéressant. Écoutez, c'est intéressant, mais la question que nous n'avons pas réglée, et que les Sénégalais, que ce soit les Sénégalais, que ce soit les Africains, c'est la question du pouvoir. Parce qu'in fine, c'est ça, hein, la responsabilité, c'est les politiques. Mais c'est la question du pouvoir. Oui. Et la question de l'hyper-présidentialisme. En réalité, c'est ce qu'on a eu. Le pouvoir, la jouissance du pouvoir. Quand on regarde les mesures que Sonko tente de prendre, il faut dire quand même que Sonko a une certaine vision, il comprend d'une certaine manière les choses. D'abord, pendant la campagne, le dernier jour, il dit, écoutez, on n'est pas là pour se partager des choses. Oui. C'est important. Ça veut dire que tu commences à mettre un peu de vertu dans la politique, un peu de rationalisation dans la politique. C'est important. La notion d'État impartial, j'ai entendu dans le discours inaugural du président Diomaye Faye utiliser la notion de... Le seul fait que ça sorte de sa bouche, un État impartial, j'ai trouvé que c'est important. Il y a des choses, il y a une conscience des choses, mais il y a de l'inertie. Ça arrive dans toutes les révolutions, vous avez des forces d'inertie, vous avez des forces d'immobilisation, des gens qui ne veulent pas le changement, des forces qui ne veulent pas le changement. Et il me semble que la bataille sera dans le rapport des forces entre les gens qui sont dans l'inertie et les gens qui veulent que les choses bougent. Et c'est toute la difficulté que nous avons. Maintenant, il faut que, pour que ça bouge, il faut effectivement bouger les lignes. Ça veut dire, quand on fait une révolution, si ce n'est pas matérialisé dans les institutions, après effectivement une bonne délibération, écoutez, vous allez à l'échec. D'accord. Or, de mon point de vue, le président Diomaye et Ousmane Sonko, ils n'ont pas le droit à l'échec. Nous, peuple sénégalais, de façon globale, nous n'avons pas le droit à l'échec. Donc, à partir de ce moment-là, il faut effectivement que le débat continue. Parce qu'on ne sait pas où se trouve la vérité. Mais dans le débat, si c'est facilité, si ça continue, toujours dans la sérénité, dans l'intercompréhension, dans le respect, ça, vraiment, je pense qu'on y arrivera. OK. Pour le moment, on voit que la nouvelle opposition, disons, joue le jeu parce qu'elle est silencieuse depuis, hein, sauf peut-être cette parenthèse de la motion de censure qui a été agitée. C'est logique dans le cadre des alternances. Dans toutes les transitions que nous avons dépassées depuis 2000, les majorités à l'Assemblée nationale prennent acte de l'existence d'une nouvelle majorité, d'une nouvelle légitimité. C'est un peu un conflit de légitimité et ça crée la compréhension. Les socialistes, les socialistes qui étaient majoritaires en 2000, je me rappelle bien des paroles de Tanor, on va jouer le jeu. Je pense que ça fait partie de l'élégance républicaine dont on parle. Quand effectivement aussi Macky est arrivé, c'est Wade lui-même, on va jouer le jeu. Donc les transitions, des fois, et c'est ça, c'est bien aussi sénégalais. Ouais, parce que souvent, c'est la nouvelle opposition qui est majoritaire à l'Assemblée nationale. Et j'ai l'impression que ce qui s'est passé
Bon, moi, je pense que c'est un peu le jeu politicien plus que politique. Bon, il y a le porte-parole, Sarré, qui a parlé. Les autres ont répondu. Mais c'est pour manifester leur existence. Écoutez, nous ne sommes pas là, hein, on n'est pas encore morts. Ça, il faut le comprendre comme ça. Mais je pense qu'ils vont faire comme les autres. Prendre acte, effectivement, d'une nouvelle légitimité et d'une nouvelle politique voulue et décidée par le peuple sénégalais. Et on peut aller dans le bon sens. Ils vont jouer l'élégance républicaine. Ça, c'est pour éviter les blocages. Il n'y a pas de peur. Il y aura pas de... Je ne pense pas. Il faut surtout ne pas créer des crises inutiles. Il ne faut pas le souhaiter. Quoi. Absolument. Ouais. Maintenant, il y a le rôle et la posture aussi de la société civile. Beaucoup critiquée ces derniers temps aussi. Mais écoutez, moi, du temps du Parti socialiste, il disait que j'étais PDS. Du temps du PDS, il pensait que j'étais encagoulé. J'étais avec Macky. Et Macky m'a ostracisé aussi, hein, d'une certaine manière. S'entendait bien, moi. Ils me considèrent comme leur grand. Hein. Beaucoup de respect pour moi. Oui. Mais bon, c'est cette liberté. Et, quand je vois les violations des droits de l'homme, je les défends. Et puis, si vous voulez, beaucoup de jeunes d'ailleurs m'ont dit, écoutez, vous avez été très agressif avec Abdoulaye Wade, mais avec Macky, parce que maintenant, je suis, comme on dit, âgé. C'est parce que et je joue la sagesse. C'est cette propension aussi à aller plutôt vers l'opposition parfois. C'est quoi? C'est normal? Non, c'est-à-dire que vous défendez les violations des droits de l'homme. Moi, je pense qu'il y a eu quand même beaucoup d'injustices. Hein. Comme je vous ai expliqué, on a eu un effondrement des droits de l'homme. Parce que la culture des droits de l'homme a foutu le camp de ce pays, hein, et de plus en plus aussi de la plupart des pays de la sous-région. Quand vous regardez les tyrannies aujourd'hui émergentes, les gens ne peuvent pas parler. Si vous prenez toutes les décisions qui ont été prises au Mali ces temps-ci, c'est une catastrophe. Quand vous regardez au Burkina, c'est une catastrophe. Donc, le Sénégal est une lumière. Et le Sénégal est regardé aussi par la plupart de ces victimes de droits humains en Afrique. Parfait. Maintenant oui. votre démarche, votre rôle sera de... Notre rôle, d'aider les nouveaux dirigeants à ne pas commettre les mêmes erreurs. Exactement. Les nouveaux dirigeants nous connaissent, nous les connaissons. Nous avons travaillé avec eux. Je pense que toute la classe politique même nous connaît très bien. Maintenant, il faut qu'on travaille aujourd'hui à faire en sorte que cette transition, qui est une espèce de révolution en cours, vraiment que ça ne soit pas un échec. Parfait. Parce que ce serait l'échec à la fois, pas seulement de Diomaye, et ce serait notre échec en tant que peuple sénégalais. Donc nous avons intérêt vraiment à ce que ça réussisse et que ça soit un succès pour la sous-région et sur le plan international. La sous-région, justement, vous parliez tout à l'heure de l'impuissance de la puissance. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est Bertrand Dadier. Oui. L'impuissance de la puissance, si je veux l'expliquer par rapport surtout à une expérience que j'ai faite au niveau du Sahel, hein, en tant qu'expert indépendant des Nations Unies, j'ai vu l'échec de Barkhane. J'ai vu l'échec également aussi. Avant Barkhane, c'était la CEDEAO. C'est Barkhane. Et puis, après, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, la manière dont les gens ont demandé le départ des Français, qui sont devenus un peu les boucs émissaires aussi des dictatures émergentes, au Niger, au Mali, au Burkina Faso. Quand on regarde comment le Niger, ça c'est les puissances mondiales, hein, demandent aux États-Unis, écoutez, prenez l'armée américaine, toute puissante. C'est l'impuissance même des grandes puissances aujourd'hui à régler les problèmes du monde. Et quand vous regardez la CEDEAO totalement impuissante face au Burkina, face au Mali, c'est l'impuissance de la puissance. Ce n'est pas mon concept, c'est le concept de Bertrand Dadier, de Bertrand Badier plutôt, qui a même une des éminences grises des relations internationales dans le monde. Donc, maintenant, dans je pense qu'il faut voir qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces questions
par rapport surtout au Sénégal. Ouais. Qu'est-ce que le Sénégal, c'est la question que j'allais poser, qu'est-ce que le Sénégal peut apporter avec le nouveau régime? Un point d'équilibre. Oui. Le Sénégal peut être un point d'équilibre. Je pense que c'est une excellente chose. On garde quand même notre exception. Je pense que la politique comme on appelle, des cercles concentriques, la continuité qu'en fait Diomaye est une très bonne chose. Mais après avoir fait la Mauritanie, la Gambie et la Guinée-Bissau, moi je propose au président Diomaye d'aller au Mali, d'aller au Burkina, d'aller au Niger et de jouer un point d'équilibre pour voir comment on peut recoller les morceaux au niveau du Sahel. Et c'est une façon d'aider un peu, comme on dit, la commission des sages de la CEDEAO qui essaye effectivement de recoller les morceaux. Et il faut absolument recoller les morceaux, se comprendre et tirer aussi les leçons. Mais quelles sont les leçons à tirer pour la CEDEAO? C'est en réalité l'échec, si vous voulez, d'une stratégie régionale, vraiment de combat contre le terrorisme. Donc la sécurité régionale, il faut que le Sénégal y travaille. Parce qu'aujourd'hui, la sécurité régionale est en cause. Il n'y a pas d'architecture régionale pour pouvoir protéger, défendre nos frontières contre le terrorisme. Il faut que sur le plan régional, et je pense que Dakar est bien placé pour le faire avec son forum régional. Dakar a un leadership aujourd'hui reconnu sur le plan sécuritaire, sur le plan diplomatique. Maintenant, il faut jouer le jeu d'équilibre. Il me semble qu'il faut installer le leadership carrément. À la limite, même sur le plan mondial, les gens sont en train de cracher. Je veux dire des choses, mais il faut être pragmatique. Même le fait, ce qu'occupe Macky Sall, il ne faut pas cracher dessus. Ça peut jouer. Aujourd'hui, il faut voir sur le plan international tous les atouts que le Sénégal peut avoir et jouer avec, de façon pragmatique et de façon réaliste. Et on est dans un point où on peut le faire. Et vraiment, les circonstances et les conditions sont telles qu'on peut également les réussir. Avoir une grande diplomatie parce que le Sénégal est un pays où nous avons des diplomates compétents. Merci beaucoup.